Bien, si vous le voulez bien, nous allons commencer, puisqu'on a déjà quelques minutes de retard par rapport à l'horaire indiqué. Donc, au nom de Monsieur Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur, qui est occupé à une autre réunion qui nous rejoindra certainement en cours de conférence ou à la fin. Alors, en son nom, au nom du conseil municipal, je voudrais remercier très vivement mon collègue, le professeur Ossény, d'avoir accepté d'animer cette conférence consacrée à l'AVC, dont le titre est « L'AVC, prévenir et agir ». Alors, cela fait plusieurs années que le professeur Ossény nous fait l'honneur et le plaisir d'intervenir à Saint-Maur, où il habite d'ailleurs depuis longtemps. Le professeur Ossény est neurologue aux hôpitaux universitaires Henri Mondor, où il est responsable de l'unité neurovasculaire et spécialiste notamment de ce dont il va nous parler, c'est-à-dire l'accident vasculaire cérébral, qui touche environ, il nous le confirmera tout à l'heure, environ 150 000 personnes chaque année en France. Il est également président depuis 2018 de l'association médicale franco-libanaise, la MFL. Et par ailleurs, le professeur Ossény, avec d'autres équipes de l'AP-HP, a présenté ses derniers travaux au 14e congrès mondial sur l'AVC, ce qu'on appelle en anglais le World Stroke Congress, qui s'est tenu du 26 au 29 octobre dernier à Singapour. L'AP-HP, et notamment Henri Mondor, prend en charge un grand nombre de patients en Île-de-France, soit près, je crois, de 18 000 chaque année, dont un grand nombre de nouveaux patients. Alors, cette conférence, qui s'inscrit dans le cadre des conférences santé organisées par la ville, se tient quelques semaines après la journée mondiale de l'AVC, qui a eu lieu le 29 octobre dernier, donc il y a un peu plus d'un mois maintenant, et cette conférence sera suivie, on l'espère, en 2023 par d'autres. On en a fait un certain nombre l'année dernière sur les virus, sur le cancer notamment, sur l'Alzheimer. Et en 2023, donc, nous avons un programme qui est en cours d'élaboration et évidemment, vous serez informés dès que ce programme sera finalisé. Voilà, merci à tous pour votre présence. Merci au professeur Ossény qui est venu avec quelques membres de son équipe et je lui cède tout de suite la parole. Comme tu l'as dit, je me sens un peu chez moi parce que je suis voisin de la mairie, je suis juste en face. Mon épouse ici présente est conseillère municipale, donc on est un peu en terrain conquis. Ça me fait très plaisir de vous voir ici. J'ai des têtes que je connais, que j'ai connues dans une situation moins agréable que là, allongé, pas pouvoir parler, la main paralysée, la jambe paralysée. La vie est en danger, et ça, c'est notre quotidien. Là, il y a une partie de mon équipe, infirmière, kiné, aide-soignante, radiologue. Vous allez voir que ce n'est pas le travail d'une personne, c'est tout un travail d'une équipe. Je vais laisser la parole tout à l'heure aux infirmières, aux neuropsychologues du service qui vont vous dire comment on fait. Si je suis là encore aujourd'hui, après plusieurs années, chaque année, il y a la journée mondiale, le 29 octobre, c'est que les études montrent que dans la population générale, j'espère à Saint-Maur moins, 40% de la population générale ne connaît pas encore les signes d'AVC. Donc il y a 40% des gens qui peuvent être victimes d'AVC ou d'être témoins de quelqu'un qui est en train de faire un AVC sans savoir, sans reconnaître les signes. Donc on a encore du travail à faire et chaque fois je passe à la radio, à la télé, dans la presse, grâce à vous ce soir, de ne pas passer à côté du diagnostic d'AVC parce que vous allez voir que tout se passe dans la détection des premiers signes, parce que si on a les premiers signes, on peut éviter l'AVC, l'hémiplégie, la paralysie de tout un hémicorps de s'installer. Donc, vous voyez, 40%, ça c'était pour vous montrer notre hôpital que vous connaissez, et j'ai commencé l'unité neurovasculaire, ça ne nous rajeunit pas, en 2001, avec un seul lit. J'étais de garde tous les jours, toutes les nuits. Heureusement, maintenant, je fais moins de garde. J'ai fait une cette semaine qui m'a beaucoup fatigué parce que 24 heures sans dormir, et avec l'âge, ça devient moins évident.
Mais c'est une activité 24-24 parce que ça prévient pas l'AVC. On peut l'avoir à 3 heures du matin, à 4 heures du matin et ça ne peut pas attendre le lendemain. Il faut traiter immédiatement. Donc on est au 3e étage de cet hôpital depuis 22 ans maintenant, en fait le 22e année de la création de l'unité neurovasculaire à Mont-d'Or. Actuellement, nous avons 10 lits de soins intensifs, plus des postes intensifs, et on voit pas loin maintenant de 1000 alertes AVC par an. Donc pourquoi c'est un problème de santé publique? Parce que les études montrent qu'une personne sur 4 ou 5 risque de développer un AVC durant sa vie. Heureusement, pas tous les AVC sont graves, mais 20 à 25% de la population risque de faire un AIT ou un AVC. Donc, c'est des chiffres nouveaux que je vous donne. C'est à bien connaître parce que ce n'est pas une rareté. Tous les âges, vous allez voir tout à l'heure des témoignages de jeunes, tous les âges peuvent être concernés. Il y a des AVC, on n'y pense pas, chez les enfants, chez les nouveau-nés, et il y a 25%, merci, 25% des AVC qui surviennent avant 65 ans. Quand on dit AVC, c'est comme une fatalité, c'est que les personnes âgées, c'est faux. Nous, on ne fait pas de pédiatrie, mais il y a une unité neurovasculaire de pédiatrie à Kremlin-Bicêtre. Nous, on commence à avoir des patients dès l'âge de 15 ans, et c'est pas rare que dans nos lits de soins intensifs, on ait des jeunes à 15 ans qui peuvent développer un AVC. Et chez un enfant, d'ailleurs, c'est très piégeant, parce qu'un enfant qui parle mal, qui ne parle pas bien, il peut, s'il n'est pas bien examiné, se retrouver en psychiatrie pour des difficultés psychologiques alors qu'il est en train de boucher une artère dans le cerveau. Donc, vous voyez, c'est fréquent et c'est une maladie évitable. Deuxième raison pour laquelle je suis là ce soir, c'est que 80% des AVC, nous pouvons les éviter si on connaît ces facteurs de risque et si on prend en charge ces facteurs de risque. On peut éviter jusqu'à 80% des AVC. Donc, c'est pour ça notre communication parle de prévenir et agir, parce que si on prend ces facteurs de risque qui vont être de l'ordre de mode de vie, des facteurs de risque que je vais vous développer, ben, on peut éviter de venir nous voir dans 80% des cas. Donc, c'est une maladie fréquente, même sur le plan mondial, parce que là, les chiffres sont faux. Ce n'est plus 15 millions par an dans le monde, c'est 25 millions. Depuis l'épidémie de Covid, on ne parle que du Covid, mais ça a explosé aussi d'autres maladies collatérales. Et l'AVC, tu parlais de Singapour, on s'attend à 30 millions d'AVC dans les 10 ans à venir. Alors, il y a des pays qui ont développé des plans de prise en charge d'AVC. Aramata dira un mot, mais il y a des pays où il n'y a pas du tout de prise en charge ni primaire ni secondaire de l'AVC. Et il n'y a pas d'unité comme la nôtre, l'unité neurovasculaire, qui est ouverte 24/24 pour prendre en charge ces patients-là et surtout installer un programme de prévention avant que ça arrive. Et si ça arrive, d'éviter la récidive. On parlera de la récidive. C'est ce que j'appelle la prévention secondaire. Tout le monde m'entend là? Ça va pour le son? Très bien. Alors, je vais pas être le seul à parler, je vais parler une partie, mais le reste de l'équipe va parler, et puis après, je vous laisse la parole pour les questions et les témoignages, si vous voulez bien. Donc, en France, tu l'as dit tout à l'heure, c'est 150 000 nouveaux cas chaque année, et ce chiffre est en train de baisser, heureusement, grâce à une prévention des facteurs de risque. On commence à baisser les chiffres d'AVC en France, mais il y a des continents, l'Afrique, qui est en pleine explosion de chiffres d'AVC. C'est une maladie grave parce qu'elle tue. Il y a 25% de mortalité les 6 premiers mois. Et quand elle ne tue pas, elle peut laisser des handicaps sévères. C'est la première cause de handicap. Donc, il faut tout faire pour éviter que ça s'installe. Et quand ça s'installe, il faut le traiter dans les heures qui suivent l'installation de l'accident vasculaire cérébral. Alors, c'est quoi l'accident vasculaire cérébral? Vous le voyez ici, c'est soit une artère dans la tête qui est en train de se boucher, et c'est la grande majorité, c'est ce qu'on appelle l'AVC ischémique, et c'est une artère qui nourrit une partie du cerveau. On va voir que la clinique vient directement, les signes viennent directement où c'est touché dans le cerveau. Ou bien c'est une artère qui est en train de saigner, c'est l'accident vasculaire cérébral hémorragique, il y a un saignement, c'est la partie droite, et là il y a une hémorragie intracérébrale, et là on parle d'AVC hémorragique, et il faut savoir que la grande majorité en France, ce sont des caillots qui bouchent les artères. 85-87% des AVC, ce sont des AVC ischémiques. L'AVC hémorragique, autant le dire tout de suite, la principale cause de l'AVC hémorragique, c'est l'hypertension artérielle. Plus la tension est élevée,
J'espère que vous connaissez tous votre valeur de tension artérielle. Et au-delà de 14,9 de tension, on parle d'hypertension. Et chez quelqu'un de diabétique, même on va parler d'hypertension des 13,8 et demi, c'est déjà de l'hypertension artérielle. Pour nous, le cerveau et les artères du cerveau, le principal ennemi, c'est l'hypertension artérielle. Alors, quels sont les facteurs de risque qu'il faut connaître et qui, si on les modifie, on diminue par 2, 4, 5, 10 le risque de faire un AVC? C'est cela. C'est qu'est-ce que vous mangez? C'est une mauvaise diététique, c'est la malbouffe, tous ces produits riches en sel, en sucre, en additifs. On sait que cette mauvaise nourriture est un facteur de risque. Si vous fumez, si vous consommez de l'alcool, et l'alcool, une surconsommation, ça va vite. C'est 3 verres chez l'homme par jour et 2 verres chez la femme par jour. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas bu de lundi à vendredi que samedi, on a le droit à 10 verres. Donc, on considère la surconsommation qui devient un facteur de risque pour le cerveau au bout de 2 verres. Donc, ça va vite. Et c'est des petits verres, je parle. Je ne parle pas des verres comme ça. Le stress, ça, c'est les facteurs de risque maintenant qui sont bien identifiés. Le stress professionnel, social, avec toutes les mauvaises nouvelles qui nous entourent. Le stress lui-même, en lui-même, les dernières études montrent, a un effet direct sur le cerveau et les artères du cerveau et peut boucher les artères. Quand on fait la visite dans notre unité et on pose la question, une personne sur 2 nous dit les jours qui ont précédé, j'étais surmené, j'étais fatigué, j'étais hyper stressé. Ça ne tombe pas comme ça sans raison. Il y a souvent, on trouve une raison comme ça de stress qui a amené le patient chez nous. La sédentarité, ne pas bouger, ne pas avoir une activité physique est un facteur de risque. Minimum 30 minutes d'activité physique par jour réduit par 4 le risque de faire un accident vasculaire cérébral. 30 minutes, jardinage, marche à pied, n'importe quelle activité, mais ne pas bouger, rester assis la grande partie de la journée, faire de la voiture, rentrer chez soi, se mettre devant la télé, c'est un facteur de risque. Le surpoids, tout ça c'est lié, vous voyez, alcool, mauvaise alimentation, pas d'activité physique, surpoids. Donc ces facteurs de risque, ils sont tout à fait liés les uns aux autres et ils ne s'ajoutent pas. Ce n'est pas 1 plus 1 plus 1, c'est 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16. Donc vous voyez, ça se multiplie. Donc quand on a un facteur de risque, ça va, encore que si on le multiplie par 4, ça devient très sérieux. Donc ça induit de l'hypertension artérielle, le surpoids, tout ce que j'ai dit, ça induit l'hypertension artérielle. Et cette hypertension artérielle, maintenant, connaissez bien les chiffres, moins de 14 de systolique. Au-delà de 14, c'est un facteur de risque et c'est notre ennemi numéro 1. Ça déclenche les hémorragies cérébrales, ça bouche les artères qui nourrissent notre cerveau et ça fait des trous dans le cerveau. Deuxième facteur de risque très important quand on est cardiaque. Toutes les maladies cardiaques, l'arythmie, l'insuffisance, l'infarctus de myocarde, des valves malades, c'est un super moteur pour envoyer des emboles vers le cerveau. Donc quand on a le cœur malade, il faut un suivi très régulier pour que ce cœur qui est insuffisant, qui est arythmique, ne fabrique pas des caillots qui risquent de migrer et partir dans le cerveau. Et quand il y a un caillot formé dans le cœur qui nourrit tous les organes, 80% de ces caillots atterrissent dans le cerveau, causant l'accident vasculaire cérébral. Le diabète, le cholestérol, ça je ne vous apprends rien, tous ces facteurs de risque bouchent les artères. Et là aussi, ça ne s'ajoute pas, ça se multiplie. Donc, quels sont les signes de l'AVC à connaître? Je vais faire très schématique. On a 2 hémisphères, un à gauche, un à droite. L'hémisphère gauche, il commande tout ce que je fais avec la main droite, avec ma face droite, avec ma jambe droite. Si cet hémisphère, il reçoit un caillot, il est malade, cette main va se paralyser, la jambe va se paralyser, la bouche va être de travers, et si je suis droitier, c'est les centres du langage. Donc si mon langage est perturbé, je vais avoir du mal à comprendre et à parler, c'est ce qu'on appelle l'aphasie, donc des problèmes de langage. Donc un de ces signes-là, oui, vous êtes d'accord, un de ces signes-là veut dire qu'il y a un endroit dans le cerveau opposé à la paralysie qui est en train de souffrir.
Parce que tout ça, c'est représenté, comme vous voyez ici. En rouge, c'est la motricité. En bleu, c'est la sensibilité. Les aires de langage que vous voyez dans 2 lobes. Et même la vision. Vous pensez qu'on voit avec les yeux, mais toutes les informations visuelles de ce qui se passe à ma droite arrivent dans mon cerveau gauche. Donc, si c'est touché à gauche derrière, je ne veux plus rien voir, je ne vois que ce côté-là. Je ne vois plus rien à droite. Je ne vois plus ma main qui bouge, je ne vois plus ma jambe qui est paralysée, et j'ai du mal à parler. C'est pour ça qu'un patient tout seul, souvent, il a du mal, même s'il est du métier. J'ai vu des médecins et des infirmières, des orthophonistes victimes d'AVC, ils ne reconnaissent pas qu'ils sont en train de faire un AVC. Ils se retrouvent par terre, mais leur cerveau qui est déconnecté, il ne comprend pas pourquoi il est par terre. Il va renverser le verre d'eau, il va renverser les objets avec la main, sans comprendre qu'il est en train de se paralyser. Et souvent, dans nos hospitalisations, c'est marqué engourdi, faiblesse, malaise, chute, qu'il est tombé. Et s'il n'y a pas quelqu'un comme vous qui a dit la bouche est de travers, la main est paralysée, on passe à côté. Donc, hémisphère gauche, paralysie de l'hémicorps droit, avec des problèmes de langage. Hémisphère droit, je ne vois rien à gauche, je suis paralysé de la main gauche, de la jambe gauche, sans comprendre pourquoi les objets tombent et pourquoi je suis par terre. Donc, vous voyez, c'est très compliqué, nous. Ce n'est pas comme douleur thoracique, douleur dans la poitrine, dans la mâchoire. Vous êtes tous ici capables de dire c'est un infarctus du myocarde, c'est une crise cardiaque. Nous, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça peut être isolé. Ça peut être que des problèmes de vue. Et quelqu'un qui a des problèmes de vue, il va voir qui? S'il n'y a pas de paralysie, il va voir l'ophtalmo. Il va mettre des heures, des jours, des semaines pour avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo, alors que l'œil va très bien. Il n'a pas un problème de l'œil. Il a un problème que l'œil n'est plus connecté au cerveau. Il ne voit pas à droite, mais ce n'est pas l'œil droit qui déconne, c'est le cerveau gauche qui est hors service. Les problèmes du langage, les problèmes juste de sensibilité, de motricité, quand c'est complet, c'est plus facile. Mais quand il y a des petits signes, c'est là où il y a des difficultés pour faire le diagnostic. Et c'est pour ça que je vous dis 40% des diagnostics ne sont pas faits à temps. Donc, souvent, on a ce problème-là. Et autre chose aussi, autant vous le dire par rapport au cœur qui se bouche à 3 heures du matin, ça réveille. On a une grande douleur dans la poitrine, ça fait très très mal. Mais une artère du cerveau qui se bouche à 3 heures du matin, ça ne réveille pas notre patient. Ça ne fait pas mal. Donc il va continuer à dormir. Et c'est à 7 heures du matin, il essaye de se lever pour aller aux toilettes et là, il tombe. Et ça veut dire qu'à 3 heures du matin, de 3 heures à 7 heures, il est resté avec une artère bouchée et on l'a que à 7 heures du matin. Et encore, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de lui qui puisse appeler s'il ne peut pas appeler ou il ne comprend pas pourquoi il est par terre. Vous voyez tous ces pièges qui font que parfois on a des patients qui restent 2, 3, 4 jours chez eux sans appeler parce qu'ils ne comprennent pas, et ils sont isolés, ils sont tout seuls et ils ne savent pas ce qui leur arrive. Donc, que se passe-t-il quand il y a une artère cérébrale qui est occluse? En quelques heures, vous voyez là toutes les couleurs. Regardez le cerveau, là, à 1 heure. Il y a des neurones qui vont se mettre off. Si c'est le neurone qui fait bouger ma main, ma main, elle est inerte. Mais elle n'est pas morte. Les neurones qui commandent cette main, ils sont off parce qu'ils ne reçoivent plus de jus. Il n'y a plus d'électricité, si vous voulez. Donc, ce neurone, il se met off. Et s'il s'occupe de la mobilité de la main est paralysée. La main, elle n'a pas de problème, mais elle ne reçoit plus l'information pour faire bouger et faire des gestes. Donc elle se met off, mais ce neurone, il peut résister quelques heures si on lui rétablit le jus, c'est-à-dire si on débouche l'artère et on lui remet du sang. Et ça, c'est fantastique dans notre métier, de voir quelqu'un qui arrive, qui est paralysé, on débouche l'artère et tout d'un coup, on voit la main. C'est quasi magique. Il y a peu de maladies comme ça neurologiques où on débouche l'artère et les neurones qui sont off, ils se remettent à refonctionner. La main rebouge avec difficulté, de moins en moins de difficulté, jusqu'à attraper le stylo et écrire. Et ça, c'est extraordinaire qu'on ait des patients qui ne peuvent pas parler parce que l'aire du langage a été touchée. Et quand on débouche cette artère, les neurones recommencent à fonctionner et la personne reprend la parole. Ou les complètement comateux, même endormi, et tout d'un coup, il se remet à ouvrir les yeux et à nous parler et à communiquer. C'est quelque chose de magique. Cette magie, elle est très temps dépendante, parce que si on l'a à 24 heures, malheureusement, 90% des neurones qui étaient off vont finir par mourir, et c'est d'une façon irréversible.
C'est-à-dire la patiente qui est restée dans sa baignoire de vendredi à lundi, je l'ai eue que lundi après-midi, elle, malheureusement, elle a un énorme trou de tout le cerveau parce qu'elle était incapable de sortir de la baignoire et répondre au téléphone ou demander au secours ou prendre son téléphone. Parce qu'elle habitait seule. C'est quelqu'un, ça me fait de la peine de parler d'elle parce qu'elle a 24 ans et elle va rester paralysée du bras, de la jambe le reste de sa vie parce qu'on l'a eu que 3 jours et demi après l'installation de l'hémiplégie en pleine conscience. C'est-à-dire elle était dans sa baignoire, vigilante comme vous et moi, mais elle ne comprenait pas pourquoi elle ne pouvait pas sortir de la baignoire pendant 3 jours. Donc vous voyez, ces neurones-là, il faut qu'on les sauve tout de suite. Et si on les sauve dans les 4 heures, dans les 5 heures après l'installation de la paralysie, on peut les remettre tous on et éviter leur destruction irréversible. Donc les signes qu'on vous demande de bien connaître, visage de travers, c'est pour ça qu'on fait vite, l'inertie d'un bras, d'une jambe, des troubles de la parole. En urgence, vous devez appeler le 15. N'appelez pas votre généraliste, pas votre cardiologue, n'allez pas aux urgences. C'est immédiatement le 15, et le 15, il va vous poser des questions. Est-ce que vraiment la bouche est de travers? Je vais vous montrer des exemples. Est-ce que lever les 2 bras? Est-ce qu'une main tombe? Est-ce que le bras tombe? Est-ce qu'il peut bouger la jambe? Est-ce qu'il la sent? Est-ce qu'il peut parler? Pas parler. Et dès qu'on voit qu'il y a un de ces 3 signes, il faut noter l'heure à laquelle ça a commencé cette paralysie, pour que tout de suite, le 15, il va appeler une unité comme la nôtre, parce que s'il passe par des urgences standards, où il n'y a pas une unité comme la nôtre, on va perdre des heures très précieuses pour sauver ces neurones off, mais qui sont vivants, qu'on peut rétablir et refaire fonctionner. Donc là, il y a plusieurs campagnes que vous avez déjà vues probablement. Une bouche de travers, une paralysie d'une main, je me répète pour que tout le monde soit au courant, des troubles visuels. Pensez à appeler immédiatement le 15. Donc ça, tout ça, c'est la même chose. Ça, c'est ce que j'ai dit. Ça, c'est des exemples de bouche de travers. Vous voyez la bouche de travers chez l'homme en A, c'est une paralysie à droite, donc la bouche est attirée vers la gauche. Chez la dame aussi, c'est une paralysie à droite. Et le C, c'est une paralysie à gauche, donc la bouche est attirée vers la droite. Voilà, je vous donne des exemples parce que les gens ne savent pas forcément ce que ça veut dire la paralysie faciale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le 15 nous appelle. Et tout de suite, nous, on va dire, on a un lit et on ne va pas l'attendre aux urgences, on va l'attendre directement en imagerie. Et vous voyez, pour prendre en charge un AVC, ce n'est pas une personne. Vous avez vu la mobilisation qu'on a autour d'un accident vasculaire cérébral pour immédiatement, à l'arrivée du SAMU chez nous, à l'hôpital, nous avons moins de 20 minutes pour faire la clinique, l'examiner, stabiliser, s'assurer qu'il n'est pas en état de choc, il n'est pas en train de se mettre dans un coma, qu'il n'a pas besoin d'assistance respiratoire. Les premiers examens biologiques sont faits dans la minute qui arrive et on doit faire, nous, l'électrocardiogramme pour la tête. On ne peut pas faire le diagnostic dans le camion du SAMU ou à domicile. Il faut qu'on ait une imagerie cérébrale. Donc 90% on fait une IRM, comme vous voyez ici. Donc on doit faire l'IRM dans les 20 minutes après l'arrivée du patient. Parce que je dis à mon équipe, au-delà de 20 minutes, si vous n'avez pas commencé le traitement, il y a des millions de neurones qui vont mourir d'une façon irréversible. Chaque minute compte. Donc là, l'IRM, on a un protocole qui doit être fait dans les 12 minutes, qui va nous dire il n'y a pas d'hémorragie. Cette hémiplégie gauche ici, c'est lié à un hémisphère droit qui n'est pas bien irrigué. Il y a un début d'infarctus. Je vous ai mis la flèche rouge qui vous dit qu'il y a une ischémie qui a intéressé 10% des neurones, mais qu'il y a encore 90% de ces neurones sauvables. Et ça, c'est lié à ce caillot que vous voyez avec la flèche rouge, là. Vous avez un caillot de sang qui a bouché l'artère cérébrale droite, donc si vous avez suivi. L'hémiplégie gauche, je la comprends parce qu'il y a un caillot dans l'artère cérébrale et je vois le caillot. La tache rouge, noire, devant la flèche rouge, ça, c'est le caillot de sang qui a bouché l'artère cérébrale. Et tout de suite, là, on a les artères, mais si vous n'êtes pas radiologue, vous voyez qu'à droite, il n'y a plus de sang qui irrigue le cerveau. Tout le monde est capable de voir ça. Et là, tout de suite, on arrête l'examen. On est à 12 minutes d'examen et on commence la fibrinolyse. C'est quoi la fibrinolyse? On va mettre du desktop dans la veine de ce patient, dans la machine IRM pour ne pas perdre une minute, dans le but de déboucher cette artère. Donc, on va injecter un produit qui va fluidifier le sang à mort, ou le caillot de sang qui est fabriqué, d'essayer de le limiter, de le dissoudre pour rétablir
le jus dans ce cerveau et remettre les neurones on et sauver le maximum de neurones. Il faut savoir que chaque minute après une occlusion d'une artère comme ça, il y a 10 millions de neurones qui meurent par minute. Donc on ne peut pas attendre une centaine de minutes. Donc tout de suite, on fait l'imagerie qui nous dit quelle est l'artère bouchée. Alors l'IRM, on ne peut pas la faire s'il y a des objets métalliques dans le corps du patient, sinon on risque de les mobiliser. S'il y a un pacemaker, on peut le détraquer. S'il y a un objet métallique dans l'œil, par exemple, on peut blesser l'œil. Donc il y a des contre-indications à l'IRM. Là, vous avez vu, on a mis un lit qui n'était pas adapté à l'IRM. Donc ça casse la machine et le patient qui est dedans. Donc c'est dangereux. Dans ces cas-là, on ne peut pas faire l'IRM, on doit faire un scanner cérébral. Donc on a ou l'IRM ou le scanner. Bref, il faut qu'on fasse une imagerie immédiatement à l'arrivée du patient pour savoir comment il est le cerveau. Là, c'est le scanner qui nous répond. Et il y a un caillot de sang que vous voyez ici avec la flèche blanche. C'est blanc. Donc ça, c'est le caillot de sang qui bouche l'artère cérébrale et qui dit la souffrance, elle est ici, vous la voyez vous-même. En rouge, c'est tout ce qui n'est pas perfusé, donc c'est les neurones off qu'il faut qu'on sauve. Alors, quel est le traitement? Je terminerai par ça. La première chose, c'est que le patient soit hospitalisé dans une unité de soins intensifs, comme les soins intensifs pour le cœur, c'est les soins intensifs neurovasculaires, de recanaliser l'artère très vite. La recanalisation, c'est la thrombolyse, c'est le Destop, le médicament fibrinolytique. Parfois, ça ne suffit pas. Il faut qu'on aille au contact du caillot de sang bouché et de le retirer mécaniquement. Je vais y revenir. Donc, le mettre dans une unité comme la nôtre, qui est ouverte 7 sur 7, 24/24, qui nécessite tout ce staff-là de médecins, d'infirmières, de thérapeutes, kinés, orthophonistes, psychomotriciens, aidez-moi, j'oublie, neuropsychologues, aides-soignantes. Tout ça, pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont habitués à prendre en charge les AVC et que les protocoles sont indiqués 24/24. Et le but, c'est de traiter en moins de 30 minutes d'arrivée du patient sain. Donc ça, c'est la thrombolyse. La thrombolyse est très efficace dans les 4h30 après l'installation d'une hémiplégie. Sur 100 patients qu'on thrombolyse, il y a 33%, un tiers, qui récupèrent totalement ou partiellement, une amélioration significative qui permet au patient de rentrer chez lui. Il faut savoir que ce produit est dangereux si on l'administre au-delà de 4h, 4h30. On risque de faire une hémorragie secondaire, c'est-à-dire, au contraire, on fait saigner de nouveau le cerveau, et ça peut entraîner des conséquences graves. Quand il y a une grosse artère qui est bouchée, ce médicament ne suffit pas à lui seul. Dans ce cas-là, il faut qu'on complète par un traitement endovasculaire, c'est-à-dire on ne va pas ouvrir le crâne, on ne va pas ouvrir le cerveau, mais on va passer par les artères naturelles, on va monter des tuyaux qui vont attraper le caillot de sang qui bouche, qui a résisté à notre Destop chimique, l'attraper mécaniquement et le retirer. Là, ça se passe dans la salle de cathéter, qui est une salle stérile, c'est comme un bloc opératoire, sous anesthésie locale ou générale, selon l'état du patient et son agitation. Et là, on va introduire ces cathéters à partir d'une artère d'une jambe. On va monter le cathéter jusqu'au cerveau, sans ouvrir le cerveau, attraper le caillot de sang qui bloque cette artère par différents moyens. Vous voyez ici différents mécanismes. On utilise soit une aspiration, comme une paille qui va aspirer, forte pression pour aspirer ce caillot, ou bien mettre ce ressort qu'on appelle le stent là-haut. On le laisse 3 à 5 minutes, il va attraper le caillot de sang et on va retirer, et vous voyez parfois on retire 2-3 cm de caillot de sang pour déboucher l'artère. Là vous avez un autre exemple de stent pour attraper le caillot. Là vous avez une occlusion d'une artère cérébrale à droite face et profil. Là on monte le cathéter, vous le voyez, on est au contact du caillot de sang qui bouge et on va retirer. Là le stent, on l'a retiré avec le caillot de sang qui vient avec. Plusieurs exemples, et là vous voyez que l'artère est complètement revascularisée. Après ça, le patient il va passer en soins intensifs, on va le surveiller avec un scope 24/24, il n'a pas le droit de se lever pendant 24 heures, on ne lui donne pas à manger pour qu'il n'avale pas de travers et infecter ses poumons. Bref, il y a plein de protocoles qui vont commencer et on a besoin de tout ce personnel-là pour pouvoir améliorer l'état de notre patient. Après, survient comment prévenir la prévention secondaire, comme ça je fais toute ma partie, après je vous laisse la parole.
S'il y a des maladies cardiaques, il y a soit une opération au cœur à faire, soit mettre des anticoagulants pour qu'il n'y ait pas des caillots de sang. Il faut traiter les causes cardiaques. S'il y a une artère bouchée dans le cou, parfois, et il y a une sténose importante athéromateuse et que les médicaments seuls ne vont pas suffire, il faut aller opérer cette carotide. Cette artère s'appelle la carotide qui nourrit la moitié de notre cerveau. Il faut la déboucher chirurgicalement. Donc ça, c'est la chirurgie de la carotide. Et traiter tous les facteurs de risque. Donc souvent, à la sortie de notre unité, le patient a un traitement pour l'hypertension artérielle, pour le cholestérol, pour le diabète, pour tous les facteurs de risque que j'ai dit, la sédentarité, l'obésité, l'alcool, le tabac, et l'anticoagulation, comme j'ai dit. Là, la diététicienne n'est pas avec nous ce soir, mais voilà un exemple. Contre l'hypertension artérielle, éviter la consommation d'aliments riches en sel comme ici. Les diabétiques savent qu'il faut éviter certains sucres, le cholestérol, certaines graisses saturées. L'obésité, une alimentation t'arrive justement quand il faut mettre... Donc l'obésité, une alimentation hypocalorique, mais éviter tout ce qui est trop sucré, tout ce qui est trop salé. Et j'ai dit merci de votre attention. Donc, je prendrai vos questions après l'intervention de Madame Dia, que je invite à me rejoindre ici, qui va vous parler de la consultation post-AVC qu'on a instaurée il y a quelques années maintenant. Donc, c'est à vous la parole. Merci. Bonsoir à tous. Je vais peut-être le réduire. Donc, je suis Madame Dia Ramata. Je suis infirmière coordinatrice de la consultation pluriprofessionnelle post-AVC à l'hôpital Henri Mandor. Donc, c'est une consultation qui a vu le jour après le plan de santé publique de 2010-2014. C'est une consultation qui s'adresse à tous les patients, tout patient ayant fait un AVC, qu'il soit pris en charge dans un service de neurovasculaire comme la nôtre ou non. Qui peut demander cette consultation? Ce sont tous les professionnels qui interviennent auprès des patients ayant fait un AVC, c'est-à-dire les professionnels hospitaliers ou libéraux, médicaux ou paramédicaux, mais aussi les personnels du travail social. Donc toutes ces personnes sont habilitées à demander une consultation pluriprofessionnelle pour leurs patients. Et après étude de la demande, nous allons pouvoir adapter la consultation à la situation du patient, adapter du coup les professionnels médicaux et paramédicaux à la situation du patient. Quand est-ce qu'a lieu cette consultation? Donc, elle a lieu dès que possible pour les patients qui n'ont pas eu la chance d'être hospitalisés dans une unité neurovasculaire comme la nôtre. En moyenne, elle a lieu entre 3 et 6 mois après l'AVC et au plus tard dans l'année qui suit l'AVC. Pourquoi entre 3 et 6 mois? Pourquoi ce délai? Parce qu'on va laisser le temps aux patients de pouvoir réaliser les éventuels examens complémentaires demandés par le médecin. Et aussi, on va laisser le temps d'initier une rééducation. La rééducation après un AVC prend du temps. Donc, pour pouvoir ensuite faire le point de façon globale le jour de la consultation. Donc, quels sont les objectifs de cette consultation? Donc, cette consultation, elle va permettre de réintégrer les patients dans la filière neurovasculaire, mais elle va surtout permettre d'évaluer la maladie vasculaire, d'évaluer l'état fonctionnel et cognitif du patient, pouvoir évaluer ses capacités de réinsertion dans la vie sociale et professionnelle. On rappelle que l'AVC touche des patients de plus en plus jeunes. On va pouvoir aussi évaluer les troubles de l'humeur qui peuvent apparaître, évaluer la qualité de vie du patient. On va aussi beaucoup axer sur une prévention, la meilleure prévention secondaire possible pour le patient, notamment au niveau des facteurs de risque cardiovasculaire dont parlait le professeur Osseni auparavant. Dans cette consultation, on n'oublie pas les aidants. Donc l'objectif, c'est aussi soutenir les aidants, évaluer leur qualité de vie, déterminer si les aidants ont besoin de soutien. Pour cela, nous avons la chance d'avoir une grande équipe pluriprofessionnelle. Au niveau médical, nous avons le professeur Osseni qui est responsable de cette unité, ainsi que plusieurs autres neurologues spécialisés pour l'AVC.
Nous avons la chance d'avoir un médecin MPR, c'est un médecin spécialiste de la rééducation. C'est le docteur Benasser qui travaille à l'hôpital Albert Chenevier. Nous avons aussi la chance d'avoir docteur Makouf, qui est gériatre à l'hôpital Émile Roux, pour cette consultation, du coup adaptée en fonction de l'âge du patient. Nous avons aussi une grande équipe pluriparamédicale et non médicaux. Ce sont les mêmes, il faut savoir que ce sont les mêmes personnes qui interviennent à l'arrivée du patient et qui sont aussi présents lors de cette consultation. Nous avons 2 kinésithérapeutes qui participent à cette consultation, Alex et Mélanie. Nous avons Justine, la neuropsychologue ici présente. Nous avons aussi la diététicienne, Cassandre, les orthophonistes, Ariane et Cécilia. Nous avons aussi la chance d'avoir un psychomotricien, Pierre, une assistante sociale, Rosine, qui va pouvoir permettre, comme je vous ai dit, de pouvoir nous aider à réinsérer le patient au niveau social ou socio-professionnel, et moi. Donc, chaque année, il faut savoir que c'est plus de 300 patients qui bénéficient de cette consultation pluriprofessionnelle. À l'issue de cette consultation, nous allons pouvoir réorienter le patient vers des structures ou des professionnels adaptés, via par exemple l'équipe mobile de rééducation, les réseaux associatifs. À l'issue de cette consultation, le patient reçoit un compte-rendu avec la synthèse de cette consultation et les préconisations. Et il faut savoir que le médecin traitant peut suivre le patient à l'issue de cette consultation. Mais si besoin, il ne faut pas hésiter à consulter de nouveau le neurologue neurovasculaire si besoin. Donc voilà pour cette consultation. Merci de votre attention. Merci. Donc, bonjour à tous, moi je suis Justine Montillot, je suis neuropsychologue, donc probablement un métier que vous n'avez jamais entendu parler. Donc moi, ce que je vais faire surtout lors de la consultation post-AVC, mais aussi en hospitalisation, c'est évaluer d'autres séquelles auxquelles on ne pense pas toujours. C'est évaluer tout ce qui est fonction cognitive. Donc c'est ce qui nous sert à fonctionner au quotidien, aussi bien pour organiser notre journée ou planifier la gestion de nos papiers administratifs, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder ? On va regarder aussi bien les capacités d'organisation, la mémoire, les capacités de concentration. On va aussi regarder la capacité à analyser ce qui se trouve dans l'espace, à observer des objets, ou encore la rapidité pour traiter une information. Et tout ça peut se traduire au niveau du comportement. On va évaluer tout ça à travers des exercices. Donc, par exemple, des listes de mots à apprendre ou des courses à organiser selon des contraintes, par exemple. Pourquoi on va évaluer ça ? Tout simplement parce qu'après un AVC, on peut avoir différentes plaintes, aussi bien des aidants, comme on le disait, mais aussi du patient lui-même. Donc, par exemple, ça peut être des patients qui vont se plaindre de fatigue et qui vont être obligés de faire des siestes parce qu'ils n'arrivent pas à se concentrer longtemps, par exemple. Ou alors, ils vont perdre souvent leurs affaires, oublier leurs rendez-vous, ou encore ne pas trop savoir ce qu'ils ont à faire dans la journée. On peut avoir aussi des patients qui vont nous dire « je stresse pour un rien parce que je n'arrive pas à gérer ». Ou encore, perdre le fil de la conversation ou de ses pensées. Ça peut être encore le fait de réfléchir plus lentement ou enfin de ne pas arriver à faire 2 choses en même temps. Et les aidants vont plutôt nous rapporter d'autres choses en plus de ce que le patient peut dire. Ils peuvent aussi dire que leurs proches répètent plusieurs fois la même question, ils leur demandent plusieurs fois à quelle heure aura lieu le rendez-vous médical, ou encore, ça va être d'autres aspects plus comportementaux. Par exemple, elle reste dans le canapé toute la journée et ne fait rien. Elle ne sait pas quoi faire, il faut la solliciter pour aller vider le lave-vaisselle ou ce genre de choses.
Ça peut être aussi, plus au niveau émotionnel, le fait qu'il soit plus susceptible, plus hyper émotif aussi, ou encore le fait qu'il manque d'organisation ou qu'il ne s'intéresse à rien. Voilà, ça ce sont des exemples. Bien sûr, tout le monde n'a pas ça, heureusement, mais ce sont des exemples qu'on peut avoir. Et à l'issue du bilan, des exercices, on va donner différents conseils. Donc l'objectif du bilan, ça va être de dire ce qui est préservé, ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne un peu moins bien. Qu'est-ce qu'il faudrait travailler, comment, vers qui se tourner. Et on va aussi vérifier qu'il n'y ait pas d'autres explications que l'AVC à ces difficultés-là. Par exemple, ça peut être lié à des troubles du sommeil ou alors à des problèmes de dépression ou d'anxiété également. Et du coup, pour donner, à la fin, on va donner notamment des conseils qui sont là valables un petit peu pour tout le monde. Ça va être de bien dormir, parce que ça aide à la mémoire, par exemple. Donc, ça peut être intéressant d'essayer de vérifier que son sommeil est à heure régulière et suffisant pour bien être reposé le matin et avoir une bonne mémorisation de ce qui s'est passé la veille. On l'a déjà dit juste avant, mais arrêter les substances toxiques, aussi bien tabac, diminuer l'alcool, ce genre de choses. On va aussi avoir comme conseil de diversifier ses activités pour avoir le plus de stimulation cognitive intellectuelle différentes. Donc ça passe aussi bien par l'activité physique que par la lecture ou sortir à un musée ou aller voir des amis. On les incite aussi à voir du monde. Et puis, il y a des applications cognitives qui existent également. Et enfin, on peut aussi proposer tout ce qui va être jeux de société, sudoku, mots fléchés ou ce genre de choses. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'ai plus rien à dire, vous avez tout dit. Maintenant, la parole est à vous. Je sais que j'ai vu la tête de plusieurs patients qui, s'ils sont gentils de vouloir témoigner, peut-être, hein, s'il y a une main qui se lève. Monsieur le maire est là, je ne sais pas s'il veut dire un mot avant. Pas de mot de Monsieur Berrios. D'accord. Qui souhaite intervenir? Et après, si vous avez des questions, on est tous là, on vous écoute. Essayez de répondre sans que ce soit une consultation privée. On ne va pas faire une consultation privée. Mais vous avez noté l'email de Madame Dia pour la consultation post-AVC, parce que malgré tous les efforts, je vous rappelle, 40% de la population ne connaît pas encore les signes d'AVC. Donc je compte sur vous, là, vous êtes de nombreux ambassadeurs pour dire attention, ça peut être un AVC. Et l'autre chiffre que je vous demande aussi de retenir, c'est que malgré tous les efforts à Mandor, dans le département, en régional, en national, 60% des patients seulement victimes d'AVC vont dans une unité spécialisée comme la nôtre. Ça veut dire qu'il y a encore 40% de patients qui ne sont pas hospitalisés dans une unité spécialisée comme la nôtre. Mais il faut savoir que ce chiffre, sur le plan mondial, si on prend en Afrique, moins de 5% des Africains vont dans une unité spécialisée. 95%, il n'y a aucune prise en charge spécifique AVC. Donc on peut mieux faire dans beaucoup de pays, dans plusieurs continents. Vous voulez là? Ah bah oui, allez, venez. Alors je vous laisse vous présenter. C'est un patient qu'on a eu. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Effectivement, Son dent est importante ici aussi. Vous venez, madame. Si, vous venez. Elle est timide. Vous êtes les dents, autant que vous prenez la parole. Bien sûr. Donc effectivement, je m'appelle Alexandre, j'ai 42 ans. Je pense que je suis le Benjamin de la salle. Et voilà, comme le disait le professeur précédemment, ça peut arriver à tout âge. Même, il m'a parlé de patients qui étaient encore plus jeunes que moi, donc il y en a même encore plus jeunes. Effectivement, donc moi j'ai fait un AVC ischémique, hein, si j'ai bien retenu la leçon. Et j'ai perdu l'usage de la parole pendant à peu près 36 heures. Et un peu l'usage des bras. Donc j'aurais même fait un petit AVC, mais qui s'est résorbé tout seul, celui-là. Et effectivement, par rapport à tout ce que vient de dire le professeur sur les signaux, ils sont quand même assez subtils à détecter, parce qu'effectivement, il n'y a aucune douleur.
on se sent pas mal, donc on se sent plutôt à dire bon, ça va passer, c'est pas si grave. La parole, ça se voit assez rapidement parce qu'on sent vraiment qu'on n'arrive pas à dire les mots qu'on pense. Et moi, j'étais avec un ami, je reprends son expression parce que elle vous parlera peut-être. Elle dit tu m'inquiètes, tu parles comme Gainsbourg. Donc à ce moment-là, j'ai dit d'accord. Et moi, j'entendais bien que ce que je pensais, je n'arrivais pas à le dire et je parlais un peu en charabia ou en onomatopée. Donc ça, c'est assez voyant. Mais à ce moment-là, j'ai dit, oh, je ne vais pas déranger tout le monde. J'étais justement à une soirée avec des amis. Je me suis dit, c'est pas le moment. C'était un vendredi soir. J'avais pas trop envie d'aller aux urgences. Ça sentait l'attente de quelques heures et tout ça. Et bref, j'ai appelé le 15 parce qu'effectivement, je voyais que j'arrivais pas à aligner un mot. Et là, ils nous donnent tout un tas de petites procédures où rapidement, ils disent, bon, appelez le SAMU ou filez à l'hôpital si vous pouvez être accompagné. Et là, effectivement, comme l'a expliqué le professeur, tout va très vite, on passe vite à l'IRM. On sent qu'on a un traitement VIP qui nous laisse penser que c'est quelque chose de grave. Donc ça, la parole, on le sent assez. Moi, je parle que de mon AVC à moi, donc apparemment, il y en a quand même d'autres. Et depuis que j'ai fait ça, j'en parle avec des amis qui me donnent parfois des symptômes qu'ils ont eus qui étaient très légers, dont notamment d'avoir un membre engourdi. C'est comme avoir des fourmis dans un membre. Alors, on peut se dire qu'on fait un AVC tous les jours quand c'est ça, mais enfin, mieux vaut prévenir que guérir. Mais effectivement, les symptômes sont subtils et il faut être à l'écoute. Et les gens qui vous entourent, il faut être à l'écoute, il ne faut pas hésiter à en parler. Et éventuellement, appeler le 15, ils vous font tout un tas de petits tests qui en tout cas éloigne l'AVC si c'est pas ça, ou le confirme si ça semble être des signaux qui peuvent être précurseurs de cette maladie. Moi, par chance, j'ai eu la chance d'en avoir un ischémique dans la zone de Broca, pour être technique, pour parler un peu tuyauterie et électricité. Et voilà, j'ai pas de séquelles apparentes, mais effectivement, j'étais dans le service. D'ailleurs, je tire mon chapeau à tous les gens qui travaillent dans ce service et aux infirmières et tous les corps de métier, parce qu'on sent que c'est vraiment des gens passionnés et qui font preuve d'un grand dévouement. Donc, je retire mon chapeau. Ils ont toute mon admiration. Et donc voilà un petit peu, moi j'ai la chance de ne pas avoir eu beaucoup de séquelles. Le professeur m'a dit que j'avais 2%, donc en termes d'élocution, comme je parle beaucoup, ça s'entend pas trop, mais je trébuche sur un petit mot par-ci par-là. Mais effectivement, les conséquences motrices ou psychologiques ou psychomotrices peuvent être assez lourdes. Dans le service, j'ai vu des gens effectivement qui semblaient être très ralentis, qui n'arrivaient pas, en fermant les yeux, à toucher leur nez. Donc les conséquences peuvent être assez lourdes et voire irréversibles. Donc d'où l'intérêt de quand même être à l'écoute et d'appeler le 15 dès que possible. Et effectivement, moi, dans ma chambre, j'avais un malade d'AVC qui est resté une semaine comme ça, qui a été voir son médecin généraliste qui lui a prescrit une cure de magnésium. Et c'était pas suffisant. Et après, j'entendais la maman de cette personne, les infirmiers et le docteur lui disaient retournez voir votre généraliste. Ils ont dit non, plus jamais on va voir cette personne. Donc voilà, même un médecin généraliste, sur des symptômes qui peuvent paraître très légers, ça peut tromper n'importe qui. Donc je pense qu'il faut être à l'écoute, et je pense qu'appeler le 15, mieux vaut le faire de trop que pas assez, parce que voilà, le temps est compté. Et moi je remercie les équipes et mes amis qui ont réussi à détecter ça, parce que comme on sent aucune douleur, on peut se dire on laisse tomber, on n'a pas envie d'embêter le monde, on n'a pas envie d'aller à l'hôpital, parce que voilà, on souffre pas, c'est une maladie grave dont on peut mourir, mais en termes de douleur, je disais, on se casse un ongle, ça fait plus mal. Donc voilà, voilà pour mon expérience et mon témoignage que le professeur voulait que je vous apporte, parce que effectivement, je faisais partie des jeunes, et on pense souvent, moi-même je pensais que c'était quelque chose pour les personnes plus âgées, mais c'est pas le cas. Donc et il a des patients encore plus jeunes, comme il citait précédemment. Donc voilà, c'était pour vous donner une modeste contribution à cette belle conférence. Vous avez oublié de mentionner que vous avez
un très bon traitement à la maison, hein. Donc là, permettez-moi d'insister sur 3 messages. Tous les âges peuvent être concernés. Vous n'êtes pas le plus jeune. On a soigné, comme j'ai dit, des adolescents à 15 ans. On ne fait pas de pédiatrie, mais l'UNV de l'Île-de-France qui s'occupe des enfants, c'est Kremlin-Bicêtre. Et c'est pas rare d'avoir des enfants, des nouveau-nés avec des causes spécifiques, dont une comme la vôtre, c'est-à-dire des anomalies de naissance cardiaque, qu'on appelle foramen ovale perméable, et qui peuvent favoriser la migration de cailloux. Donc, vous ne fumez pas, je pense que je ne vais pas vous faire l'interrogatoire, mais on peut ne pas avoir aucun des facteurs de risque que j'ai cités. D'habitude, vous avez une jeune médecin qui vient avec nous témoigner. C'est une jeune médecin qui était en dernière année de spécialité et elle faisait son jogging à 6 heures du matin parce qu'elle préparait un marathon. Et en faisant son jogging à 6 heures du matin, elle a fait une hémiplégie grave. Et elle n'avait aucun facteur de risque, et c'était cette anomalie cardiaque qu'on peut soigner maintenant après et éviter qu'il y ait une récidive par la fermeture endovasculaire. Merci pour les aidants, et parce que vous êtes ou le meilleur traitement ou le pire poison. Donc il faut choisir le meilleur traitement que vous avez. Merci pour ce témoignage. Donc... S'il y a d'autres patients ou pas patients du tout, ou juste de l'assistance qui a des questions ou des témoignages. Madame, vous pouvez vous adresser à toute l'équipe d'ailleurs. Bonjour, juste un autre témoignage. Moi, je n'ai pas eu d'AVC, mais mon beau-frère a fait un AVC à 21 ans. Nous étions à Grenoble, étudiants, et on était en train de faire du ski. Il a eu tout d'un coup, il est tombé. Et en fait, on lui a dit, serre-nous, le sauveteur qui est venu lui a dit, serre-moi la main. Il n'arrivait pas à serrer la main. Il disait qu'il se plaignait, qu'il avait très mal à la tête. Et en fait, ils l'ont emmené à l'hôpital. Et il se trouve que dans ces régions-là, à l'époque du ski, il y a beaucoup de gens qui se blessent. Donc on est resté pendant 3 heures dans le couloir. Et en fin de compte, ils nous ont envoyés chez nous avec du Doliprane. 4 jours passés, il n'allait pas bien, il n'allait toujours pas bien. On l'a renvoyé à Paris. Et là, il a été pris en charge à l'hôpital et on s'est rendu compte qu'il avait fait un 2e AVC. Sauf que c'était le début des scanners, donc on n'a eu pas de chance. Le scanner était en panne. Donc, en réalité, aujourd'hui, il est marié, il a des enfants, mais il a une main qui ne fonctionne pas. Voilà, il s'en est quand même très bien sorti. Oui, malheureusement, je ne jette pas la pierre. Attention, on a parlé du rôle des généralistes, c'est vraiment pas facile. Je vous parle après 25 ans d'expérience dans le domaine de l'AVC. Et dans 40%, le diagnostic est très difficile à faire. C'est-à-dire, malgré, moi je fais que de l'AVC, quasiment 80% de mon activité c'est AVC, et j'ai mis 25 ans pour connaître, il y a une centaine de présentations différentes de l'AVC, donc il ne faut pas jeter la pierre. C'est pour ça que je fais ces conférences, je les répète, parce que ce n'est pas facile. Ça va, je vous ai dit, de problèmes de vision isolée, de problèmes de parole, de problèmes de caractère, de problèmes d'équilibre, des problèmes de voir double. Donc on a une liste, depuis 25 ans, j'ai établi une liste, il y a plus de 200 signes possibles pour entrer dans un accident vasculaire cérébral. Donc c'est vraiment le but principal de ma présence aujourd'hui, de dire il faut y penser, appeler le 15, et il y a tout un nombre de questions auxquelles il faut répondre, et là il y a une probabilité plus ou moins élevée, et il faut savoir, malgré ça, sur 100 alertes qui arrivent chez nous, il y a 20% qui ne sont pas des AVC. C'est-à-dire qui miment un AVC et on tombe sur autre chose. Crise d'épilepsie, migraine, et on peut tomber sur d'autres diagnostics qui n'ont rien à voir avec l'AVC. Mais il vaut mieux faire par excès, et nous on est là avec l'imagerie, avec l'IRM, mais ça on a mis 20 ans pour le faire. Quand j'ai commencé en 2001, j'étais beaucoup moins performant. Il me fallait 4-5 heures pour obtenir une imagerie parce qu'on n'avait pas l'habitude. Maintenant, ça roule comme ça. On a des équipes, on a de très nombreux médecins, infirmières qui sont rodés à ça, mais ce n'est pas écrit sur la tête des gens qui sont en train de faire un AVC. Est-ce qu'on est plus sujet à un AVC si jamais on a des problèmes circulatoires? Par exemple, si on est sous anticoagulants? Oui. Monsieur? Merci, bonsoir. Je voulais simplement féliciter votre service parce que moi, ça m'est arrivé en 2003. J'étais au 11e étage. C'était le service cardiologie et c'est vrai que ça a été super, vraiment efficace. Le seul petit problème, c'est que peut-être le 15,
j'ai quand même attendu longtemps. J'ai dû attendre 1h30. 1h30. Parce que le médecin, il n'y en avait pas. Il était parti sur Nogent. Et moi, j'avais, dans ce temps-là, j'habitais en 2003 à Centenilly. Ça fait partie du 94. J'ai attendu 1h30. J'espère que ça s'est amélioré depuis. Comment ? On ne peut pas être performant partout, mais j'espère que maintenant, depuis, ça s'est amélioré la situation. Même si avec Covid, les collègues SAMU, il faut voir les milliers d'appels qu'ils reçoivent. Donc bien sûr qu'il y a des trains qui arrivent en retard, mais il faut insister sur les trains qui arrivent à l'heure aussi. Ils font de leur mieux et parfois c'est pas facile. Mais sans ça, le service, super. On va passer la parole à madame. Pour conclure. Bonsoir à tous. Moi, j'ai fait un AVC hémorragique, en fait, lors d'une réunion pédagogique. J'ai pu repartir parce que une collègue m'a dit « mais tu es en train de faire un AVC », mais personne n'a réagi. Donc je suis repartie, en fait, toute seule à pied et ensuite en voiture. J'ai attendu quand même un petit peu. J'étais paralysée, en fait, de la face et de la main. Et quand j'ai marché un peu à l'air libre, ça s'est un petit peu amélioré. Et j'ai roulé tout doucement. Mais quand je suis arrivée chez moi, je me suis dit, il y a quand même un problème. Donc j'ai appelé le SAMU. Mais là, ils ne m'ont pas du tout posé de questions diverses et variées. Ils m'ont dit d'aller aux urgences. Ils ne m'ont pas proposé de m'envoyer une ambulance. Mon mari m'a accompagnée, mais on a été au Chic de Créteil et pas dans votre service. Ce qui fait que je n'ai pas du tout été pris en charge. Je n'ai eu absolument pas du tout, il faut le dire. Il faut vraiment aller à Mondor et pas aller en fait ailleurs. C'était le 4 octobre 2021 à 19h, 20h à peu près. Non, il ne s'agit pas de nous envoyer tous les patients. C'est pour ça qu'on passe par le 15 parce que nous, on passe notre temps. J'aurais mieux fait de changer de... Non, l'intercommunal fait son travail. Ils n'ont pas d'unité neurovasculaire, ils n'ont pas une unité de neurologie. C'est pour ça la régulation pompiers et SAMU, ce qui n'est pas facile, c'est de trier et d'essayer d'arriver à une probabilité de faire un AVC et ne pas perdre du temps d'aller dans des centres pas spécialisés. Mais malheureusement, malgré tous les efforts, il y a encore des ratés. Et il n'avait pas d'IRM non plus disponible. Vous avez bien récupéré, je vois. J'ai encore des séquelles quand même. Et il n'y avait pas d'IRM, donc ils m'ont fait 15 scanners. Ils m'ont gardé toute la nuit et ils m'ont laissé ressortir sans rien du tout, sans suivi, sans quoi que ce soit. Il a fallu que je me batte pour... là, vous devez appeler Madame Dia alors. Oui, rapide. Je vais prendre ses coordonnées. Je vais passer la parole à Madame parce qu'il y a plein de gens qui veulent parler encore. Et je profite là de dire aussi le rôle très important des pharmaciens dans la détection des facteurs de risque. Je vois plusieurs têtes de pharmaciens dans la salle. De la détection des facteurs de risque et la prévention primaire de l'hypertension et tout ce qu'on a cité. Les médecins généralistes, les médecins, les pharmaciens ont un rôle primordial. Madame. Oui, bonsoir. Alors moi, je voudrais vous poser une question. J'ai ma nièce qui, suite à ça, est décédée. Elle a eu un AVC. Elle se plaignait de maux de tête, très forts maux de tête. Personne ne l'a prise en compte, effectivement. Ils lui ont fait, c'était à Paul Dégine, ils lui ont fait les examens. Ils n'ont rien trouvé. Et finalement, elle a fait un AVC. Suite à ça, elle est partie dans le coma et elle en est décédée, quoi. Et après ça, ils se sont rendus compte qu'elle avait une veine, effectivement, qui avait claqué, quoi. Vous voyez comment c'est difficile de faire le diagnostic. Je vous dis vraiment... C'est vraiment terrible, quoi, parce que c'est à peine 16 ans. Oui, je vous dis... Et ça, c'est certainement une artère très importante dans la tête, le tronc basilaire qui s'est bouché. Et ça, malheureusement, malgré nos conférences, malgré les efforts, il y a encore du travail à faire. Mais je compte sur vous. Maintenant, vous êtes informés. Une centaine de personnes encore plus informées, c'est important. Ça se manifeste par les maux de tête. Oui. Maux de tête, vertige, oui. Non. Tout peut se voir, de mal de tête jusqu'à voir double, avoir la tête qui tourne. En tout cas, un signe neurologique de ceux qu'on a cités qui apparaît brutalement, il faut y penser. Bonsoir, merci pour cette conférence. En fait, j'ai deux questions. La première, vous avez dit quelque chose en début de conférence, ça m'intéressait qu'on reparle des statistiques, si je puis dire, 2020-2022, avec la pandémie, les confinements. Au niveau AVC, il y a eu un vrai boom. Ça a été mesuré au niveau de la population ou...
Oui, alors pour cette question, de mars à mai, pendant le confinement, les AVC ont disparu dans nos unités. Les gens n'osaient plus appeler. Donc ils faisaient leur AVC mini et ils restaient chez eux. Ils n'osaient pas appeler du tout. Donc au contraire, on a eu une chute du nombre d'AVC hospitalisés. Mais après ce confinement, on a vu tous les AVC qu'on a traités avec retard ou mal ou négligés. Là, il y a eu une augmentation. Et l'inflammation en général, et le Covid en particulier, favorise la formation de caillots de sang. Donc on a eu un rebond avec plus d'AVC et des jeunes patients Covid sévères qui ont bouché leurs artères, qui nourrissent le cerveau. Donc il y a eu après un rebond, un effet rebond avec le Covid. Alors d'où ma deuxième question en fait, parce que là on parle de l'événement AVC et tous les témoignages qu'on entend ici. On entend les facteurs de prédisposition et qui ne s'additionnent pas, qui se multiplient. On l'entend. Maintenant, à J-30 jours, J-30 mois, pour nous ou pour notre entourage, quels sont les signes où on peut voir qu'il se prépare quelque chose? Et là, comprendre ce qu'on peut faire ou pas. C'est une question très importante parce que quand on interroge nos patients qui ont fait l'hémiplégie, l'AVC sévère, ou leur entourage, on voit que dans les 30 jours dont vous parlez, il y a eu des manifestations minimes, faibles, de « je ne trouve pas mes mots », ma main, elle était plus qu'engourdie parce que j'avais les clés qui tombaient à plusieurs reprises, j'ai un œil qui a été comme caché par un voile, j'ai un grand vertige qui est arrivé, j'étais pas bien. Donc on voit dans un tiers des cas des signaux d'alerte, on n'a pas le temps de tout développer, qu'on appelle accident ischémique transitoire, AIT, qui est une artère qui souffre, mais qui n'a pas laissé des neurones morts. Il les a mis off et ils se sont mis tout seuls on. Et ça dure quelques minutes. C'est l'accident ischémique transitoire qui, pour nous, est un syndrome de menace cérébrale, de dire, si ça arrive chez quelqu'un de cardiaque, qui a une carotide qui est en train de se boucher, c'est un facteur de risque majeur. Et le prendre en charge, ça peut éviter une catastrophe, comme je viens de dire, une hémiplégie, coma, aphasie, comme c'est arrivé. Merci. Une autre question. Allez-y, monsieur. Merci. Oui, je voulais juste... N'hésitez pas à poser des questions au reste de l'équipe. Oui. Je voulais juste signaler que j'ai fait un AVC cette année, au retour de vacances, que j'ai été amené immédiatement dans votre service. Et ça s'est traduit au départ, par une discussion avec de la famille. Je me suis mis à bafouiller. Je ne trouvais pas mes mots. J'ai été incapable de faire une addition 4 plus 17. Et ça a duré une demi-heure. Voilà. Et immédiatement, on a appelé le 15, on a fait ce qu'il fallait et je suis arrivé dans votre service. Voilà, c'est tout. Félicitations, parce que vous êtes bien là. Donc, on m'a trouvé une blessure à gauche, une blessure à droite. Il y en avait une qui avait 15 jours et une autre qui avait plus récente. D'accord. Oui, pardon, plus récente. Et je dois dire, je n'ai rien senti. C'est là-dessus que je voulais rien. Vous rejoignez ce qu'on disait, il y a des endroits dans le cerveau qui sont silencieux. Oui. Et imaginez que ce problème du langage on-off, c'est arrivé pendant votre sommeil, où à un moment où vous ne parliez pas, vous passez à côté, vous ne vous rendez pas compte. Mais la cause est derrière. Si le cœur est en train d'envoyer des caillots de sang, il continue à envoyer. Il peut envoyer à gauche, à droite. S'il y a une artère qui se bouge, elle a donné des signaux d'alerte qui peuvent être cliniques, comme j'ai dit, la parole, la main, qui peut récupérer. Et ça peut être un infarctus cérébral qui est survenu pendant votre sommeil, à un moment où vous n'étiez pas en train de parler et on passe à côté. Et c'est grâce à notre expertise clinique, radiologique, et l'IRM permet de dater, de dire ça c'est un accident qui a quelques heures, ça c'est quelques jours, ça c'est quelques mois. Et souvent nos patients comme ça, qui ont une maladie cardiaque, une valve pathologique, une arythmie, on leur fait passer d'une IRM parce qu'ils paralysent la main et on voit qu'il y a eu plusieurs caillots avant qui sont passés inaperçus. Une autre question, monsieur? Merci pour ce témoignage, en tout cas. Merci. Oui, moi j'ai eu trois AVC, enfin 2, pardon. Je vais sur 88 ans. Le premier AVC que j'ai eu, c'était, il doit y avoir 8 ans.
j'étais avec un copain médecin dans un restaurant. Et d'un seul coup, j'arrivais plus à parler. C'était des borborigmes. 3 minutes après, c'était fini, j'étais revenu. Alors, quelques temps plus tard, je lui ai demandé, mais tu t'es pas rendu compte que je faisais un AVC? Il me dit si. C'est pas grave. Et alors? Bon, j'ai été surpris. Bon, le deuxième AVC, c'est tout autre chose. Je devais subir une opération à Métivet et le chirurgien me dit arrêtez l'aspirine. Puisque effectivement, à la suite du premier AVC, un autre médecin m'avait prescrit de l'aspirine régulièrement. Donc le médecin qui devait m'opérer, le chirurgien, me dit arrêtez l'aspirine pour éviter des saignements. Mais il ne m'a pas précisé combien de temps. Au bout de 8 jours, un soir, ma femme me demande qu'est-ce qu'il y a à la télévision. J'étais incapable de lui répondre, de formuler aucune phrase compréhensible, et ça m'a tenu une demi-heure. À la suite de quoi, tout est revenu normal. Et donc on n'a pas appelé le 15, rien. Et il a fait ce qui m'inquiète, c'est que... Attendez, elle va vous répondre, Madame Bien. En fait, j'aimerais juste dire un petit mot sur le fait que les patients ayant eu un AVC sont, pour une grande partie, sous traitement anticoagulant, qu'il ne faut pas arrêter, c'est ce qu'on dit lors de notre consultation, ne pas arrêter sans l'autorisation du neurovasculaire. D'accord, bon. Ça c'est... Il faut toujours avoir l'aval du neurovasculaire avant d'arrêter le traitement pour justement éviter ce genre de soucis. Bon, alors, aujourd'hui, je suis en bonne santé, je ne fume pas depuis plus de 60 ans, je ne bois qu'un demi-verre de vin à midi, je suis un très mauvais commensal, mais je me demande, puisque j'ai déjà fait 2 AVC, est-ce que je ne risque pas d'en faire un 3e? C'est la question que je me pose. Hein. La bonne santé est un état précaire qui présage rien de bon. Moi, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qu'il est devenu votre ami médecin? Parce que là, à un moment, je voulais passer le micro à un bon avocat dans la salle pour savoir... Il y en a un bon avocat dans la salle, s'il veut bien répondre. Non, il est à la retraite maintenant. Non, bien sûr. C'est pour ça que je vous ai parlé des accidents ischémiques transitoires qui sont des vrais syndromes de menace. Une artère qui a parlé une fois, voire 2 fois, il faut tout faire pour qu'elle ne se rebouche pas une 3e fois. Et là, on a des moyens de prévention très importants. Je vous ai dit, je ne vais pas faire une consultation privée pour chaque question, mais si la cause est cardiaque, il y a des médicaments très efficaces, il faut anticoaguler une arythmie cardiaque. L'aspirine ne suffit pas pour une arythmie cardiaque. Si c'est une carotide qui est en train de se boucher, c'est une chirurgie de la carotide. On va opérer la carotide pour la déboucher si elle est bouchée et elle envoie des emboles. Et dans les autres cas, il y a des protocoles pour l'aspirine, le Plavix et le reste. Donc chaque AIT, le syndrome de menace, chaque AVC, notre but ici tous, c'est de faire le bilan. Qu'est-ce qui a causé ce caillot? D'où vient ce caillot? Et traiter la cause. Parce que si on ne fait pas ça, on est à risque de refaire, bien sûr, un accident. Bien sûr. Pour conclure. Non, pas pour conclure, ce sera monsieur le maire qui va conclure. Juste, je vais intervenir chez le docteur Breton. Donc, je suis élu à la santé auprès de Sylvain Berriot, c'est président de l'intercommunale de Créteil. Voilà. Donc, non, je voulais répondre à madame, parce qu'effectivement, ce qui compte, c'est la date, c'est l'heure initiale des symptômes. Donc, nous, on a des patients qui arrivent, qui sont déposés par des services de secours, dont les symptômes initiaux sont au-delà de 3-4 heures. Donc, pour ces patients, il n'est pas possible de faire une fibrinolyse. C'est trop tard, comme l'a expliqué le professeur Osseni. Donc, les pompiers et les services de secours ont un protocole. Quand c'est fibrinolisable, ça part directement chez le professeur Osseni. C'est un protocole avec les services de secours. Nous, à l'Interco, on reçoit donc des patients dont les syndromes initiaux sont plus de 4 heures. D'accord ? Et donc, effectivement, on n'a pas de service aval en neurologie, ni en neurochirurgie.
Alors, il aurait fallu appeler le 15. Vous avez appelé le 15 ? Normalement, c'est le 15 qui aurait dû vous prendre en charge. Alors, oui. Alors, c'est encore un autre problème. Les services, souvent des urgences, sont saturés. Le service du professeur Rosseni, souvent, affiche complet. Toujours. Toujours. On a toujours des patients dans le couloir, c'est-à-dire ce que vous dites. Mais je veux juste vous reprendre pour l'heure du début. L'heure du début est très importante parce que vous avez compris, en moins de 6 heures, je vais aller jusqu'à la 6 heures parce que la thrombolyse et la thrombectomie que j'ai présentées, c'est jusqu'à la 6e heure. Mais il faut savoir que cette heure du début, dans un tiers des cas, nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas parce que le patient s'est réveillé comme ça. Donc, quand est-ce qu'il a fait son AVC ? 3 heures du matin, à minuit, à 22 heures. Donc, on va dire une heure estimée de l'AVC. Et dans ce cas-là, on va dire il s'est couché à 22 heures et il s'est réveillé à 7 heures avec l'hémiplégie. Donc, c'est important de savoir, est-ce qu'il s'est réveillé hémiplégique ou c'est à 8 heures ou à 7h30, il a fait la paralysie. S'il s'est réveillé dans cet état-là, l'heure où il était normal la dernière fois, c'est 22 heures. Donc, entre 22 heures et 7 heures du matin, on ne sait pas quand est-ce qu'il a fait son AVC. Ça peut être à minuit, à 3 heures du matin, à 6 heures du matin. Et là, on a besoin d'une expertise de venir chez nous. Mais comme vous l'avez dit, dans mon unité de 10 lits soins intensifs, 11 lits post-intensifs, on est toujours à plus 2, plus 3, plus 4 patients. Les patients sont dans les couloirs, sont en réa, sont en salle de réveil, parce que je suis tout le temps sous flux tendu. Si je prends toutes les alertes, on a parfois une vingtaine, 30, 40 alertes par jour, par 24 heures. Si on prend les 40 alertes, donc j'ai 40 infirmières, 40 médecins qui doivent examiner ces patients. Vous avez vu le nombre de personnes qui vont entourer chaque cas pour faire l'IRM, libérer l'IRM, le bilan biologique. Donc vous voyez le nombre de personnes qu'on mobilise, et il n'est pas rare, dans notre unité, 3 patients attendent dans le couloir. Parce qu'on pousse les gens des soins intensifs, on les met dehors carrément, pour dire, là, ce geste est à faire, il nous reste 15 minutes, au-delà de 15 minutes, on ne peut plus le faire. L'AVC, c'était hémorragique chez vous, donc l'AVC hémorragique, c'est un autre chapitre, parce que l'AVC hémorragique, on ne peut pas thromboliser, on ne peut pas thrombectomiser. Donc là, il n'y a pas une perte de chance pour un AVC hémorragique minime, parce que là, il n'y a pas de thrombolyse, pas de thrombectomie, c'est un traitement de l'hypertension artérielle, du stress et de tout ce qu'on a dit. Il y avait une question encore dans la salle, Monsieur Loisel. C'est notre doyen, je pense, qui va parler. Merci. C'est le doyen, non ? Je ne sais pas. C'est vous qui connaissez les dates de naissance. Hein. C'est très professionnel. Pardon. Oui. En résumé, professeur. Ah oui, résumé. Je fais peut-être à votre place, mais enfin bon, j'interviens quand même, parce que c'est important. De tout ce que je reprends, ce que je peux reprendre, oui, je bafouille aussi un petit peu, moi. De tout ce que j'ai entendu, la seule chose qu'il faut faire, quand on a quelque chose qui intervient dans notre corps, en quelque sorte, bien sûr, si c'est une maladie, qu'on connaît une grippe ou un truc comme ça, bon, il n'y a pas de problème. Mais si c'est, comme moi aujourd'hui, un doigt qui vient, il y a des fourmis dans le doigt, que faut-il faire? On attend ou quoi? Fourmis, non, mais une paralysie de la main, comme je l'ai dit, si la main se paralyse, le bras qui est inerte, il faut appeler le 15. Mais si on fait attention à tout ce que vous avez dit, dès qu'on a quelque chose, il faut vous téléphoner chez vous. Non, parce que là je serai hors service très vite. Donc, j'ai bien cité les signes majeurs, la bouche de travers, tout ce qu'on a dit là, si vous avez retenu. Donc, visage de travers, une inertie d'un bras, d'une jambe, la parole zéro, c'est pas bafouiller, ne pas trouver un mot, c'est pas grave. Mais s'il y a une apparition vraiment de quelque chose de nouveau, sérieux, là, vous devez appeler le 15. D'accord. Mais... Voilà. Exactement. Mais ça m'est arrivé, effectivement, dans l'ambulance, avant de démarrer, on m'a posé pas mal de questions. Bah oui, pour éliminer ce qui n'est pas voilà, ça. pour savoir où il fallait aller. Alors, je voudrais quand même savoir où on peut avoir un rendez-vous avec Madame Montillot, je suppose.
On s'est vu au début, nous nous sommes vus au début, mais il y a eu un cafouillage quelque part. Mais enfin bref, c'est pas de chez vous, c'est de chez moi ou c'est ailleurs. Enfin bref. Elle va venir pour vous dire comment faire. D'accord, ok. Merci. J'appelle Monsieur Berrios. Il y avait madame qui avait levé la main depuis très longtemps, je pense. Je voulais savoir quelle est la différence entre la méningite herpétique. La différence entre la méningite herpétique et l'AVC, parce que c'est les mêmes symptômes et c'est les mêmes suites. Alors j'ai rien que je ne comprends pas. Si je dois faire toute la neurologie, on en a pour quelques jours. Mais là, c'est une maladie infectieuse, la méningite. Donc, c'est souvent beaucoup de fièvre, des céphalées qui sont très importantes et un syndrome méningé. Et donc, ça peut donner des troubles de la parole, mais souvent, c'est un tableau complètement différent où on a de la fièvre. Et l'installation, ce n'est pas d'une minute à l'autre, c'est en quelques heures, quelques jours. Donc, c'est ça la différence avec une artère qui se bouge d'une minute à l'autre. Et ensuite, c'est les mêmes traitements que pour la Non, là, pour l'herpès, il faut faire une ponction lombaire, un traitement antiviral et autres. Après oui, les conséquences, c'est la même. Madame Montillo, entre un AVC et après une méningite, une encéphalite, un cerveau malade, que ce soit hémorragique, ischémique, post-traumatisme ou une encéphalite, le cerveau, quand il souffre, c'est les mêmes symptômes. C'est le mode d'installation qui est différent. D'une minute à l'autre, brutal, c'est une artère qui se bouge, jusqu'à la preuve du contraire. Est-ce que c'est comme l'AVC, quelque chose sur lequel on peut replonger? Non, la récidive d'une cause, c'est malchance que de refaire encore une autre méningite herpétique, j'en ai pas vu. Ok, merci. On a trop parlé. Bon, merci professeur. Je me garderai bien de conclure une conférence du professeur Rossini. Simplement pour vous remercier, professeur, et remercier toute l'équipe, remercier le professeur Soucy et le docteur Breton qui organisent ces conférences. Donc on essaye d'avoir une conférence avec une sommité, en tout cas un grand professeur qui vient nous expliquer et qui vient nous dire quels sont tous les éléments d'anticipation, parce que je crois que c'est ça en fait qui est important. Ça me permet de remercier le CHU Henri Mondor et tous ceux qui viennent à ces conférences, parce que on dit souvent que les professeurs sont là-haut et que ils sont intouchables. Et ben à sa mort, vous venez ici au plus près des patients pour expliquer, parce que l'anticipation est quelque chose d'absolument essentiel. À sa mort, on essaye bien sûr de maintenir le nombre de médecins généralistes et spécialistes. C'est compliqué. On a un SAMI qu'on peut consulter dès 20h et pour pas aller aux urgences, on essaie de le faire. On essaie de maintenir notre clinique Métivet à flot. Et puis, on essaye aussi, par pédagogie, d'avoir ce rôle d'anticipation sur l'ensemble du spectre médical aussi large qu'on le peut. Alors merci professeur pour ce moment. Ça me fait plaisir. En plus, monsieur Signy et professeur Signy est saint-maurien, ce qui me permet de lui adresser les patients que je croise dans les couloirs de l'hôtel de ville. En tout cas, merci docteur, merci professeur et merci à toute son équipe. Bonne soirée.